dégaines pour éviter que les gens te reconnaissent tout de suite. Mais en fin de compte, ce qui est très délicat, c'est que les enquêteurs, eux, 13 ans. 13 années de silence, non pas parce qu'il n'y avait rien à dire, mais parce que dire la vérité aurait tout fait s'effondrer. Philippe Candeloro n'a pas gardé le silence par pudeur. Il s'est tu parce que la vérité faisait trop mal. Comment un homme capable de défier les règles, de provoquer les juges et de faire vibrer toute une nation a-t-il pu trembler à l'idée de parler de son propre mariage ? Cette question, lourde comme une chute mal maîtrisée, plane dès les premières secondes. Et elle ne nous quittera plus. Pendant des décennies, Philippe Candeloro a été une image, une silhouette flamboyante sur la glace, un sourire insolent, une liberté presque arrogante. Dans les années 90, la France l'adore. Il n'est pas seulement un champion, il est une respiration, une audace, un homme qui ose là où d'autres se contentent d'obéir. Mais ce que le public ignore alors, c'est qu'à mesure que la légende grandit, l'homme, lui, se rétrécit. Derrière les projecteurs, derrière les plateaux de télévision et les applaudissements, une autre histoire se construit. Une histoire sans musique, sans caméra, sans médaille, une histoire faite de non-dits, de fatigue accumulée, de signaux ignorés, une histoire qui se joue dans l'intimité d'un couple, loin des regards mais pas loin des dégâts. Pourquoi 13 ans ? Pourquoi maintenant ? La question brûle. Car ce silence n'est pas anodin. Il est le symptôme d'un homme qui a longtemps cru que parler serait une faiblesse. D'un homme façonné par une époque où l'on demandait aux héros d'être solides, drôles, infatigables. Où l'on n'autorisait ni les failles, ni les larmes, encore moins quand on portait une médaille autour du cou. Quand Philippe Candeloro accepte enfin de briser ce silence, sa voix n'est plus celle du trublion des années folles. Elle hésite parfois, elle ralentit, elle cherche ses mots. Comme si chaque phrase soulevait une couche de glace accumulée avec les années. Ce n'est plus un champion qui parle, mais un homme de plus de 50 ans qui regarde sa vie en face et comprend, peut-être trop tard, que certaines victoires se paient très cher. Il ne s'agit pas d'un scandale de plus, ni d'une confession calculée pour faire le buzz. Ce qui se joue ici est plus profond, plus inconfortable aussi. C'est la chute d'un mythe intérieur. L'instant où celui qui a toujours avancé à pleine vitesse accepte enfin de s'arrêter, de regarder derrière lui et de reconnaître que pendant qu'il brillait aux yeux du monde, quelque chose, quelque part, se fissurait lentement. Car le silence, lorsqu'il dure si longtemps, devient un refuge. On s'y cache, on s'y protège, on s'y ment aussi. 13 ans à éviter certaines questions, à transformer l'humour en armure, à sourire quand, à l'intérieur, le doute grandit. 13 ans à croire que le temps effacera ce qui n'a jamais été vraiment affronté. Mais le temps n'efface rien, il révèle. Et ce jour-là, face à la caméra, Philippe Candeloro comprend que se taire plus longtemps serait une autre forme de fuite. Que parler n'est plus une menace, mais peut-être la seule manière de rester debout. Alors il ouvre une porte restée close trop longtemps. Et derrière cette porte, ce n'est pas seulement son mariage qui apparaît, mais tout un pan de sa vie que personne n'avait jamais vu. Pour comprendre ce qui s'est lentement brisé dans le couple de Philippe Candeloro, il faut revenir à l'époque où tout semblait lui sourire. Les années 90. Une décennie de feu, de vitesse, d'excès. Sur la glace, Philippe n'est pas seulement un patineur. Il est un événement. Il invente, il provoque, il transgresse. Là où d'autres récitent, lui improvise. Là où l'on attend de la discipline, il offre de la liberté. La France se reconnaît dans cette fougue, elle l'adopte, elle le sacre. Mais la gloire a ceci de particulier qu'elle ne s'arrête jamais à la porte du vestiaire. Elle suit, elle colle, elle envahit. Très vite, la vie de Philippe bascule dans un rythme qui ne laisse plus de place au silence. Les caméras, les invitations, les émissions, les sollicitations permanentes. Il faut être partout, tout le temps. Sourire, répondre, séduire. Le personnage prend de plus en plus de place, jusqu'à parfois étouffer l'homme. À cette époque, Philippe est jeune, porté par l'adrénaline, il ne voit pas le piège se refermer, il croit maîtriser cette exposition comme il maîtrise ses sauts. Il pense pouvoir compartimenter d'un côté la scène publique, de l'autre la vie privée. Mais la réalité est plus cruelle, car plus la lumière est forte à l'extérieur, plus l'ombre s'épaissit à l'intérieur. À la maison, l'agitation ne s'éteint jamais vraiment. Même lorsque les portes se referment, la pression demeure. Les appels,
les projets, les déplacements. Le temps devient une denrée rare, l'attention aussi. Et sans s'en rendre compte, Philippe commence à vivre à la même cadence partout, avec la même intensité, la même exigence, la même urgence. Or, un couple ne fonctionne pas comme une carrière. On ne peut pas y être en représentation permanente. On ne peut pas y imposer le même tempo sans conséquence. Mais à ce moment-là, Philippe ne l'entend pas. Il est encore porté par cette conviction propre aux hommes au sommet, croire que l'énergie suffit à tout régler. Ce qu'il découvre bien plus tard, c'est que cette énergie débordante, si admirée par le public, a progressivement réduit l'espace de l'autre. Olivia, sa femme, vit cette célébrité de l'intérieur sans les applaudissements, sans les médailles. Elle en subit le revers. L'exposition constante, les regards, l'impossibilité de vivre simplement. Là où Philippe se sent vivant, elle commence à se sentir enfermée. Mais ces décalages sont rarement spectaculaires. Ils ne font pas de bruit. Ils s'installent doucement. Une fatigue qui s'accumule. Des discussions repoussées. Des silences qui s'allongent. Et surtout cette impression sourde de ne plus avancer ensemble, mais côte à côte, chacun dans un monde qui ne parle plus la même langue. Philippe, lui, continue. Parce que continuer est devenu un réflexe. Parce que ralentir lui semble dangereux. Parce qu'on ne s'arrête pas quand on est porté par une nation entière. Il avance sans mesurer que, pendant ce temps, quelque chose se fissure dans l'intimité de son foyer. Non par manque d'amour, mais par excès de vitesse. Avec le recul, il le reconnaît presque avec stupeur. Il a confondu présence et intensité. Être là physiquement ne suffisait pas. Être aimé du public ne compensait pas l'absence d'écoute. Et cette confusion, nourrie par des années de gloire, a laissé des traces invisibles mais profondes. Car la célébrité, lorsqu'elle n'est pas apprivoisée, finit par déséquilibrer tout ce qu'elle touche. Elle amplifie les qualités, mais aussi les défauts. Elle valorise l'ego, parfois au détriment de l'attention à l'autre. Et dans ce tourbillon, Philippe Candeloro a longtemps cru qu'il pouvait tout concilier, sans voir que l'équilibre lui échappait déjà. Ce n'est que bien plus tard, lorsque le bruit s'estompe et que le temps impose ses ralentissements, qu'il commence à comprendre le prix réel de ces années de lumière. La gloire ne l'a pas détruit, mais elle a fragilisé ce qu'il avait de plus précieux, en silence. Il y a des phrases qui, une fois prononcées, ne peuvent de plus être reprises, des phrases qui tombent, lourdes, irréversibles, comme une lame mal contrôlée sur la glace. Lorsque Philippe Candeloro lâche enfin ces mots, « J'ai aimé trop fort », quelque chose se fissure définitivement. Ce n'est pas une formule, ce n'est pas une excuse. C'est une prise de conscience tardive, presque douloureuse. Aimer trop fort. À première vue, l'expression peut surprendre. Qui pourrait reprocher à quelqu'un d'aimer avec intensité ? Pourtant, derrière ces mots se cache une réalité bien plus dérangeante. Philippe ne parle pas d'un amour romantique ou excessivement démonstratif. Il parle d'un amour envahissant, d'un amour qui occupe tout l'espace, sans laisser de place à l'autre pour respirer. Pendant longtemps, il n'a rien vu. Ou plutôt, il n'a pas su voir. Son mode de fonctionnement était celui de la performance. Donner tout. Vivre tout à fond. Ne jamais ralentir. Sur la glace, cette intensité était une force. Dans la vie intime, elle est devenue un piège. Philippe exigeait sans s'en rendre compte la même énergie, la même disponibilité, la même endurance émotionnelle que celle qu'il s'imposait à lui-même. Il le dit aujourd'hui avec une sincérité désarmante. Il n'a pas perçu les signaux de fatigue d'Olivia. Les silences plus longs, les sourires plus rares, les moments de retrait. Non pas parce qu'il ne l'aimait pas, mais parce qu'il aimait à sa manière, avec ses propres codes, forgés par des années de compétition et de reconnaissance publique. Dans son esprit, aimer signifiait partager tout, vivre intensément chaque instant, ne jamais laisser retomber la flamme. Mais ce qu'il n'avait pas compris, c'est que l'amour, lorsqu'il devient trop intense, peut écraser, qu'il peut transformer la relation en une course sans ligne d'arrivée, et qu'à force de vouloir être partout, on finit parfois par être nulle part. Cette confession est d'autant plus troublante qu'elle ne cherche ni à se justifier, ni à se dédouaner. Philippe ne se présente pas en victime. Il assume, il reconnaît que son besoin constant d'intensité, d'émotions fortes, de mouvement, a fini par épuiser celle qui partageait sa vie. « J'ai épuisé ma femme jusqu'à ce qu'elle dise « stop », avoue-t-il, presque à voix basse. À cet instant précis, l'image du champion s'effondre,
pour laisser place à celle d'un homme désarmé, un homme qui comprend que l'on peut faire du mal sans jamais lever la voix, sans jamais vouloir blesser, simplement en ne sachant pas écouter, en confondant amour et fusion, présence et contrôle. Ce qui rend cette confession si puissante, c'est qu'elle touche à quelque chose de profondément universel. Combien de couples se sont perdus, non pas par manque d'amour, mais par incapacité à ajuster leur rythme? Combien de relations se sont brisées parce que l'un avançait trop vite, trop fort, pendant que l'autre s'essoufflait en silence? Philippe Candeloro met des mots sur une réalité que beaucoup reconnaissent sans oser la nommer. Il montre que l'amour peut devenir une pression, que l'enthousiasme peut se transformer en contrainte, et que l'on peut être sincère, passionné, et pourtant destructeur sans le vouloir. Avec le recul, il perçoit cette période comme un aveuglement, une forme de surdité émotionnelle. Il était porté par le bruit extérieur, les applaudissements, les rires, la reconnaissance, et n'entendait plus les murmures intérieurs de son couple. Il avançait persuadé que l'intensité sauverait tout, alors qu'elle creusait déjà le fossé. Cette prise de conscience ne s'est pas faite en un jour. Elle est le fruit d'années de distance, de remise en question, de regards portés sur le passé avec une lucidité nouvelle. Philippe ne parle plus comme l'homme qu'il était, mais comme celui qu'il est devenu. Un homme qui sait désormais que l'amour n'est pas une épreuve d'endurance, mais un équilibre fragile. Pendant longtemps, Olivia n'a été qu'un prénom murmuré en arrière-plan. La femme de Philippe Candeloro, la compagne discrète du champion flamboyant, celle qui sourit sur les photos, qui accompagne, qui soutient. Mais derrière cette image lisse, presque effacée, se cachait une réalité autrement plus rude, une réalité que personne ne regardait vraiment, ou que personne ne voulait voir. Car vivre avec un homme devenu symbole national n'est pas une aventure glamour permanente. C'est souvent une expérience de solitude paradoxale. On est entouré de monde, mais profondément seul. On partage la vie d'un homme que tout le monde croit connaître, mais que l'on a parfois du mal à rejoindre soi-même. Olivia a vécu cette contradiction de l'intérieur, sans projecteur, sans micro, sans espace pour dire sa fatigue. La célébrité de Philippe s'est imposée comme un décor permanent. Les sorties simples deviennent compliquées. Les regards se posent, les commentaires fusent, chaque geste est observé, chaque parole interprétée. Là où Philippe y puisait de l'énergie, Olivia y perdait peu à peu la sienne. Elle ne l'avait pas choisi ainsi. Elle ne s'était pas préparée à cette exposition constante, à cette sensation d'être enfermée dans une vie qui ne lui appartenait plus tout à fait. Elle l'a dit un jour, presque timidement, dans de rares interviews. On ne pouvait plus rien faire. Et moi, je l'ai assez mal vécu. Une phrase simple, presque banale, mais derrière ces mots se cache une détresse profonde. Celle d'une femme qui voit son monde se réduire à mesure que celui de son mari s'agrandit. Celle d'une femme qui se replie, qui s'efface, parce que l'espace pour exister devient trop étroit. Olivia n'a pas crié, elle n'a pas fait de scandale. Elle a encaissé, comme tant d'autres. Elle a porté en silence ce décalage grandissant entre leurs deux réalités. Philippe avançait à pleine vitesse, porté par l'adrénaline et la reconnaissance. Olivia, elle, ralentissait malgré elle. Chaque sortie devenait une épreuve. Chaque regard extérieur un rappel cruel de ce déséquilibre. Peu à peu, la fatigue s'est installée. Une fatigue sourde, invisible, mais tenace. Ce qui rend cette histoire particulièrement poignante, c'est que cette souffrance ne venait pas d'un manque d'amour. Elle venait d'un excès, d'un trop-plein. Trop de bruit, trop de sollicitations, trop d'intensité. Olivia se retrouvait prisonnière d'un rythme qu'elle n'avait pas choisi et qu'elle n'arrivait plus à suivre. Et dans ce décalage, le dialogue se fragilisait. Philippe, à ce moment-là, ne mesurait pas encore l'ampleur de ce mal-être. Il était persuadé que tout irait bien, que le temps arrangerait les choses, que l'amour suffirait. Mais l'amour, lorsqu'il n'est pas accompagné d'écoute, peut devenir un poids. Et Olivia portait ce poids en silence jusqu'à l'épuisement. Ce silence-là est peut-être le plus violent, celui de ceux qui n'osent pas déranger, celui de ceux qui se disent que ce n'est qu'une mauvaise passe, celui de ceux qui pensent qu'ils doivent être forts parce que l'autre brille déjà assez. Olivia a tenu, longtemps, trop longtemps,
jusqu'au moment où dire stop devient une question de survie intérieure. Aujourd'hui, lorsque Philippe revient sur cette période, son regard change. Il ne parle plus d'elle comme d'un pilier évident, acquis, il parle avec retenue, presque avec gratitude, comme s'il découvrait enfin, avec des années de retard, le prix réel de cette endurance silencieuse. Olivia n'était pas simplement la femme du champion. Elle était le témoin de ses excès, le miroir de ses déséquilibres, et parfois, malgré elle, la victime collatérale de sa gloire. Chez Philippe Candeloro, l'humour n'a jamais été un simple trait de caractère. Il a été une signature, une protection, parfois même une stratégie de survie. Sur la glace, comme sur les plateaux de télévision, il a toujours dégainé la blague avant que le doute n'ait le temps de s'installer. Rire vite, parler fort, provoquer avant d'être atteint. Pendant des années, cette attitude a fait de lui un personnage irrésistible. Mais avec le recul, elle apparaît sous un jour bien différent. Car l'humour, lorsqu'il est constant, n'est pas toujours un signe de légèreté. Il peut être une armure, une manière de tenir à distance ce qui fait peur, une façon d'éviter les silences où surgissent les questions que l'on ne veut pas entendre. Philippe Candeloro l'admet aujourd'hui à demi-mot, derrière les saillies verbales, derrière les phrases abruptes, il y avait souvent une fuite, fuite de la gravité, fuite de la vulnérabilité, fuite de l'idée même de ralentir. C'est dans ce contexte qu'il faut comprendre certaines déclarations qui ont tant fait parler. Ses propos sur les femmes, sur la séduction, sur cette spontanéité presque adolescente qui semblait ne jamais l'avoir quitté. À l'époque, beaucoup y voyaient une provocation gratuite, une maladresse assumée. En réalité, ces mots racontaient autre chose. Ils racontaient un homme qui refusait de disparaître. Un homme qui avait besoin de se sentir encore désiré, encore vivant, encore en mouvement. L'épisode de l'émission La Grande Rigolade en est un exemple frappant. Interrogé sur les chroniqueuses, Philippe répond sans filtre, avec ce mélange de gouaille et d'honnêteté qui le caractérise. Il plaisante, il choque un peu, puis il cite Polska, presque comme une boutade. Sur le moment, la phrase fait sourire, mais replacée dans le fil de son histoire, elle prend une toute autre couleur. Ce n'est pas une déclaration déplacée, ce n'est pas une tentation réelle, c'est le reflet d'un tiraillement intérieur. Celui d'un homme partagé entre son passé de liberté insouciante et sa vie d'aujourd'hui, marquée par l'équilibre fragile de son couple. En parlant ainsi, Philippe ne cherche pas à séduire une femme en particulier. Il cherche à séduire la vie elle-même, à s'assurer qu'il n'est pas devenu invisible. Ce besoin de rester pertinent, de continuer à exister dans le regard des autres, est profondément humain. Mais chez lui, il s'est longtemps exprimé par l'excès, par des mots trop directs, par un humour qui ne mesurait pas toujours ses conséquences. Là encore, Philippe ne nie rien. Il reconnaît que certaines phrases, autrefois lancées avec légèreté, lui apparaissent aujourd'hui sous un jour plus lourd. Non pas honteuses, mais révélatrices. Avec le temps, il comprend que cette franchise, qu'il a longtemps brandie comme une vertu, pouvait aussi être une source de malaise, que l'humour n'excuse pas tout, qu'il peut blesser, fatiguer, fragiliser, même sans intention malveillante. Cette lucidité nouvelle marque un tournant. Philippe ne renie pas celui qu'il a été. Il l'observe avec distance, comme on regarde une ancienne version de soi-même, avec tendresse mais sans complaisance. Ce qui se joue ici est essentiel. La fin d'un rôle, celui du trublion permanent, de l'homme qui devait toujours faire rire, toujours provoquer pour ne jamais laisser apparaître le doute. En acceptant de revisiter ses paroles, ses attitudes, Philippe fait bien plus qu'un mea culpa médiatique. Il entame un travail intérieur. Il accepte que l'humour, s'il a été une force, ne peut plus être un refuge permanent. Et dans cette prise de conscience, quelque chose se transforme. La provocation laisse place à la nuance, la spontanéité à la mesure. L'homme qui parlait sans filtre commence à écouter autrement. Non pas parce qu'on le lui impose, mais parce qu'il comprend enfin ce que ces mots ont parfois coûté à ceux qui l'aimaient. Il arrive un moment dans la vie où l'on comprend que continuer à avancer à la même vitesse n'est plus une option. Pas parce que le corps ne suit plus seulement, mais parce que l'âme réclame autre chose. Pour Philippe Candeloro, ce moment n'a pas été une chute spectaculaire ni un scandale public. Il a été plus discret, plus sourd, mais infiniment plus profond. Un moment où l'on cesse de fuir pour commencer à comprendre. À plus de 50 ans, Philippe n'est plus l'homme des années 90. Il le sait. Il ne cherche plus à le cacher. Le champion fougueux, indomptable, celui qui défiait les règles et riait du danger, existe toujours quelque part en lui.
Mais il n'est plus seul aux commandes. Une autre voix s'est installée, plus calme, plus attentive. Une voix qui lui a appris que la vraie force ne réside pas toujours dans l'élan, mais dans la retenue. Ce qu'il raconte aujourd'hui n'est pas une victoire éclatante, c'est une réconciliation. Avec Olivia d'abord, avec lui-même ensuite. Il explique combien il a fallu réapprendre à aimer autrement. Accepter que l'intensité ne soit plus le seul langage. Comprendre que l'amour durable se construit dans la constance, dans l'écoute, dans ces gestes presque invisibles que l'on néglige quand on vit à pleine vitesse. Il admet que son tempérament volcanique a longtemps laissé peu d'espace à l'autre, que son besoin d'être vu, reconnu, applaudi, avait parfois envahi le quotidien familial. Et surtout, il reconnaît quelque chose de fondamental. Il n'avait pas compris la fatigue silencieuse d'Olivia. Pas parce qu'il était indifférent, mais parce qu'il n'avait jamais appris à lire ces signaux-là. La vie lui a appris plus tard, lentement, par l'usure du temps. Cette maturité nouvelle ne gomme pas les erreurs, elle ne les efface pas, elle les transforme. Philippe parle désormais du couple comme d'un chantier permanent. Rien n'est jamais acquis, rien n'est jamais figé. Aimer, ce n'est pas gagner une fois pour toutes, c'est ajuster sans cesse, se remettre en question, accepter que l'on n'a pas toujours raison, et surtout accepter de ralentir quand l'autre n'en peut plus. Ce ralentissement, pour un homme comme lui, n'a rien d'évident. Il a longtemps confondu ralentir et renoncer. Aujourd'hui, il comprend que ralentir, c'est choisir. Choisir ce qui compte vraiment. Choisir de rester présent, non pas en représentation, mais en vérité. Choisir la profondeur plutôt que l'agitation. Dans ces paroles, il n'y a ni amertume, ni regret excessif. Il y a de la gratitude. Pour cette femme qui a tenu quand tout vacillait, pour ces années difficiles qui l'ont obligé à se regarder en face, pour cette transformation intérieure qu'il n'aurait jamais imaginé possible, à l'époque où il vivait dans l'adrénaline permanente. Le visage de Philippe Candeloro aujourd'hui n'est plus celui d'un provocateur en quête d'attention. C'est celui d'un homme apaisé, d'un mari plus attentif, d'un père plus présent, d'un homme qui a compris que l'essentiel ne se joue ni sous les projecteurs, ni dans les applaudissements, mais dans ces moments simples où l'on écoute vraiment. Et c'est là que cette histoire dépasse le cadre d'une confession personnelle. Car ce que Philippe raconte, c'est aussi notre histoire, celle de tous ceux qui ont aimé trop fort, de ceux qui ont blessé sans le vouloir, de ceux qui ont cru que l'intensité suffisait à tout réparer. Il nous rappelle que grandir, ce n'est pas renier ce que l'on a été, mais apprendre à en extraire le meilleur. Alors, au moment de refermer ce récit, une question s'impose naturellement. Et vous, avez-vous déjà pris le temps de ralentir pour entendre ce que l'autre n'osait pas dire? Avez-vous déjà confondu aimer fort et aimer juste? Si cette histoire vous a touché, si vous y avez reconnu un fragment de votre propre parcours, n'hésitez pas à partager votre ressenti en commentaire. Votre expérience compte, votre voix aussi. Pensez à liker cette vidéo, à la partager autour de vous et à vous abonner à la chaîne pour continuer à explorer ensemble ces histoires humaines qui nous ressemblent.